Bonjour à tous, le 18 août, il y a eu une collision aux États-Unis à 14h55 local en Californie entre un Cessna 340A et un Cessna 152 juste à côté de l'aéroport municipal de Watsonville. Vous êtes nombreux à me taguer sur l'information quand elle est sortie sur Twitter. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu de recul, de voir qu'est-ce qu'un aéroport non contrôlé, un aéroport où il n'y a pas de contrôleur aérien. Ensuite, regardez rapidement qu'est-ce que Cessna, quels sont les Cessna 340 et 152. Ensuite, de voir comment est-ce que l'on s'intègre dans ces circuits non contrôlés, quels sont les faits. Et surtout, le plus important, quelles sont les leçons que l'on peut d'ores et déjà tirer de cette tragique collision qui a fait 3 victimes, les 2 personnes à bord du Cessna 340 qui est un bimoteur et le jeune pilote qui n'avait rien demandé à personne dans son Cessna 152. Et nous attaquons tout ça juste après le jingle. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de leçons à apprendre de cette collision en vol, de cet abordage. Donc ce que je pense, c'est qu'avec la rentrée, c'est un parfait moyen pour se recaler un petit peu les gyros, comme on dit, les gyroscopes. Donc on commence avec qu'est-ce qu'un aéroport non contrôlé. La plupart des aéroports ne sont pas contrôlés, non pas de tour de contrôle. Avec, en France, on a soit un agent AFIS, par exemple là à côté sur les petits terrains à la Teste, vous avez un agent AFIS. Un agent AFIS, c'est un vrai faux contrôleur, il est là pour vous donner des informations, mais il n'a pas le droit de vous donner des consignes. Soit il y a personne, et dans ce cas-là, si c'est un petit terrain où il n'y a personne, et des fois ça peut être des gros terrains, vous devez aller sur une fréquence d'auto-information et vous devez transmettre vos intentions, et tout le monde voit avec ses oreilles, se représente la situation, échange, communique, et ça se passe normalement très bien. Vous doutez bien, il y a des règles, il y a des manières de faire. Nous verrons tout à l'heure comment rentrer dans un aérodrome non contrôlé. Mais avant ça, on va faire un petit zoom sur Watsonville Municipal Airport, parce que c'était un terrain de la Navy à partir de 1943. Donc vous avez 2 pistes, la piste 0220, donc 02 c'est qu'elle est orientée au cap 20, 20 c'est qu'elle est orientée au cap 200, et vous avez 1372 mètres de piste à ce moment-là, et vous avez la piste est-ouest, la 0927, quand il y a pas mal de vent, qui elle fait 1219 mètres. Donc c'est des pistes assez petites, mais qui ont déjà permis de poser un C-17, quand même on peut poser du gros avion à cet endroit-là. L'altitude de ce terrain, c'est 163 pieds, 50 mètres, donc ça n'a pas vraiment d'impact sur les performances des avions. Vous êtes quasiment au niveau de la mer. Et comme je vous le disais, ancienne base de la Navy, elle a connu des F-6, FL-4. Il y a eu jusqu'à 75 avions de combat qui y ont été basés, notamment des F-4U Corsair, que vous connaissez peut-être avec Papy Boyington, des Dauntless. Il y avait des cours de bombardement piqué, des cours pour attaquer les bateaux japonais pendant la Seconde Guerre mondiale sur ce terrain. Le 1er novembre 1945, il a été fermé, et en 1947, la plateforme, comme on dit, a été mise à disposition de la ville, qui en a fait un aéroport municipal non contrôlé, mais avec un accès également par mauvaise météo. Vous pouvez faire une approche aux instruments, comme on dit, sur un terrain non contrôlé, ça ne pose aucun souci si une approche est publiée. Comme je vous le disais, ce terrain dispose de ce qu'on appelle en Amérique du Nord le CTAF, CTAF, Common Traffic Advisory Frequency. Donc vous avez une fréquence commune pour justement se faire des messages d'advisory, c'est 122.8. Et si vous arrivez, vous voulez prendre la météo, ils ont un système automatique qu'on appelle un ASOS, où là, vous mettez sur la fréquence et vous avez un robot qui parle et qui vous donne les conditions météo, la hauteur du plafond, la hauteur des nuages, la visibilité, le vent, ce genre d'informations. Donc regardons un petit peu Cessna. Si vous aimez l'aviation, et je pense que vous aimez l'aviation si vous êtes sur cette chaîne, vous avez entendu parler de Cessna. Ça a été créé en 1927, ça a été racheté par General Dynamics en 85 et ensuite par Textron. Et maintenant, c'est Textron qui gère tout ça depuis 92. À l'heure actuelle, Cessna, le plus petit avion qu'ils fabriquent, c'est le Cessna 172. Ils ont également le 182, le 206, le 208, que Thomas Pesquet a déjà piloté, le 408, et ensuite on passe sur la gamme des citations, des jets, où là, vous avez des réacteurs, c'est un peu plus costaud.
Dans notre collision du 18 août, les protagonistes, eh bien, c'est un Cessna 340A. Le Cessna 340, c'est le successeur du Cessna 310. Il y a quand même 6000 qui ont été fabriqués. Ça a commencé en 1954, l'histoire du 310. C'était le premier bimoteur des Cessna après la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez 4 à 6 places, fonction des versions. Et donc, il a été remplacé par le 340A. À partir des années 1970, il y en a 1351 qui ont été fabriqués. Des moteurs de quasiment 300 chevaux au début. Et la version A, le 340A, eh bien c'est 2 fois 310 chevaux à piston. La masse de cet avion, c'est 1,7 tonne à vide, 2,7 tonnes en masse maximum. Et sa grosse spécificité, c'est que c'est le premier petit avion léger comme ça à être pressurisé. Et grâce à cette pressurisation, eh bien, il pouvait monter quasiment au niveau 300. Donc vous pouvez gagner en confort, gagner en vitesse, aller chercher les bons vents et également sortir un petit peu de la mauvaise météo, ce qui peut être très pratique l'hiver. En termes de vitesse d'évolution, sa vitesse à ne pas dépasser, c'est 244 nœuds. Il a une approche à peu près à 100 nœuds, aux alentours de 180 km/h. Pour ce qui est du 340A, précisément, il y en a 948 qui ont été construits. L'autre protagoniste, un Cessna 152. Alors moi j'ai bien connu le 152, j'en louais un à l'aéroclub de Pontoise pour les compétitions de pilotage de précision. Et lui, son premier vol, c'est en 1976. C'est une version un peu revue et corrigée du Cessna 150, légèrement plus puissante. Là vous avez 110 chevaux au lieu d'une centaine de chevaux, et vous avez également plus de temps entre les grandes visites, entre les entretiens. La masse n'a rien à voir, on est entre 518 kg à vide et 757 kg, 2 places seulement. Et il faut quand même savoir qu'il y a 7584 exemplaires qui ont été construits. La plupart à Wichita, au Kansas, hein, c'est là où est installé Cessna, mais également certains à Reims, hein, avec Reims Aviation qui est fabriqué en France. Petite anecdote sur le Cessna 152, c'est quand même pas banal. Le 24 mai 2001, vous avez un élève pilote libanais qui a décollé du Liban, qui a mis cap vers l'espace aérien israélien, qui est rentré dans l'espace aérien israélien, qui a été intercepté par F-16 et de l'AH-64 Apache. Après 15 minutes de warning, comme ils disent, de sommation, eh bien l'Apache a ouvert le feu avec un missile AGM-114 Hellfire, un missile qui est fait pour détruire les chars normalement, qui fait 49 kg, qui va jusqu'à Mach 1,3. Et donc c'est un Apache qui a eu une victoire aérienne sur un Cessna 152. Moralité de l'histoire, si vous êtes intercepté, il vaut mieux leur répondre. Après avoir planté un petit peu le décor, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un Cessna 152 qui fait des tours de piste. Il est en train de tourner dans le circuit. Et le Cessna 310 qui arrive d'un autre terrain, il arrive de Turlock Municipal Airport à plus d'une centaine de kilomètres de là. Il veut venir se poser à Watsonville. La problématique, c'est que c'est un terrain non contrôlé. Comment est-ce qu'on vient s'intégrer dans le trafic d'un terrain non contrôlé? Bien, si on regarde les dernières circulaires de la FAA, donc la FAA, c'est l'administration qui gère tout ce qui est aéronautique aux États-Unis. En 2018, ils ont sorti une nouvelle publication. Ils n'avaient rien fait depuis les années 90 pour ce qui est de l'intégration. Hein, c'était toujours la même procédure. Et ils ont bien redéfini comment vous êtes censé vous intégrer. Et c'est quasiment comme en France. Qu'est-ce qu'on demande à l'équipage en France? Eh bien, il faut procéder soi-même à l'examen de l'aérodrome. Et comment est-ce qu'on procède à l'examen de l'aérodrome? On va voir l'air à signaux, on va voir la manche à air. Et comment est-ce qu'on fait ça? En venant vertical, le terrain, 500 pieds, 150 mètres au-dessus du circuit. Donc vous avez tout le monde qui est en train de tourner. Bon, vous savez, la piste en service est haute, mais vous venez, vous reportez 500 pieds au-dessus du terrain. Ensuite, vous descendez à l'altitude du circuit et vous venez rentrer en vente arrière. Donc, un circuit de piste, qu'est-ce que c'est? C'est la procédure, c'est le tracé au sol qui permet aux pilotes de se poser sur un terrain à vue. Donc vous avez forcément la phase de décollage, vous avez la montée initiale, après ça vire en vent traversier, ensuite vous venez en vent arrière, vous avez le vent qui est de face pour le décollage, qui est maintenant le vent arrière, vous venez vous positionner, pour ensuite virer encore une fois de 90 degrés, venir en étape de base où soit on commence à descendre en altitude, vous faites votre dernier virage, vous vous retrouvez en finale, vous vérifiez que vous êtes bien stabilisé et vous posez. Donc, où est-ce qu'on est censé intégrer tout ça? En vent arrière, et pour les Américains, ça doit se faire à 45 degrés. La manière préférentielle pour intégrer un terrain, c'est faire ce qu'ils appellent un midfield overhead teardrop entry. On arrive au milieu du terrain, vertical, on fait une sorte de goutte d'eau et on rentre à 45 degrés. Et ils insistent dessus à l'altitude du circuit. J'insiste encore une fois.
à l'altitude du circuit. Pourquoi? Regardez le 340, aile basse. Le 152, aile haute. Dans l'aviation légère, vous avez des avions à aile haute, d'autres à aile basse. Quand il y a des variations d'altitude, cela vient cacher votre capacité à regarder autour de vous. Donc, si tout le monde est iso-altitude, le fait que vous ayez les ailes hautes ou basses, tout le monde s'en fiche. S'il y a des variations d'altitude, ça pose un souci. Face à un avion à aile haute, par exemple un Cessna 152, si vous arrivez par derrière avec vos ailes basses, eh bien, tout le monde a du mal à voir tout le monde. Et c'est accidentogène. C'est pour ça que les Américains insistent sur... Initialement, on fait la reco en décalage d'altitude pour ne pas se rentrer dedans. Comme ça, on peut venir au-dessus du terrain. Après, on descend à l'altitude. Et comme ça, les intégrations se font iso-altitude. On peut voir et éviter. Parce qu'en vol à vue, la règle, c'est voir et éviter. Et je vous rappelle qu'on regarde par secteur. On laisse le temps au regard de se poser. Et attention, si vous faites des allers-retours entre la cabine et l'extérieur, vous avez une adaptation au niveau des yeux. C'est pour ça que sur Rafale, on a un CTH. Notre visualisation tête haute, elle est collimatée à l'infini pour éviter justement ce petit travail au niveau des yeux et mieux détecter. On ne fait pas ça. Si vous faites ça, vous arrêtez au stop, vous faites ça, vous n'allez pas voir le cycliste. On regarde par secteur. C'est beaucoup plus efficace. Bref, donc on n'arrive pas en longue finale. Ça peut arriver, voilà. Mais normalement, on n'arrive pas en longue finale, surtout on n'est pas du tout prioritaire dans ces cas-là. Maintenant, les trajectoires, les faits. Le Cessna 152 fait des tours de piste. Il fait donc montée initiale, vent traversier, vent arrière, étape de base, début de la descente à ce moment-là, dernier virage et se pose, remet les gaz et refait des tours. Il s'entraîne ainsi à bien voler dans son circuit, il compense par rapport au vent, il acquiert de l'expérience qui est indispensable pour devenir un bon pilote. Le 340, lui, il fait quoi? Il est en transit, il vient probablement avec un passager à bord. Son objectif, c'est d'optimiser le temps de vol, il veut se poser le plus rapidement possible. À partir du moment où il commence sa descente, on voit qu'il ne réduit pas, on voit bien au niveau des trajectoires enregistrées, bien que il troque de l'énergie potentielle de pesanteur, son altitude, pour de la vitesse, et il maintient une vitesse très élevée, pour son type d'avion, jusqu'à très proche du terrain. J'ai presque envie de vous dire trop proche du terrain. Donc il capitalise vraiment, on voit qu'il essaye de réduire le temps pour se poser, il se dit je vais gagner du temps, je vais me poser direct. Il semblerait donc qu'il y ait une très forte pression temporelle. À l'heure actuelle, et j'insiste, le compte-rendu d'accident n'est pas encore sorti. On réagit à chaud, un peu en mode café du commerce, mais le plus professionnellement possible, sur les éléments à notre disposition. D'ici 1 an ou 2, il y aura une enquête et on saura exactement pourquoi ils étaient aussi pressés. À partir de là, qu'est-ce qui se passe au niveau des trajectoires? Watsonville area traffic, Twin Cessna 740 Whiskey Juliet, 1 mile, straight in, 20, full stop. Looking for traffic on left base. See you, you're behind me. I'm gonna go around then, because you're coming at me pretty quick, man. Foxtrot, 90 Foxtrot Lima is at the left crosswind for runway 20, Watsonville. Everybody, please be advised there is an accident towards runway 20. Please be advised, Watsonville. On entend au niveau des échanges radio, on vous met les échanges radio en lien, eh bien que le pilote du Cessna 152 a conscience qu'il y a le 340 qui arrive. Le pilote du Cessna 152 voit arriver le 340 derrière lui et lui dit qu'il va remettre les gaz parce qu'il le voit arriver très rapidement. La vitesse de rapprochement, la VR, comme on dit dans l'aviation de chasse, est trop élevée pour son confort. Donc le pilote de 152 décide de remettre les gaz. À aucun moment, il n'aide le pilote du Cessna 340 à acquérir le visuel sur lui. Et ça, c'est un point important. Le Cessna 152 dit « je te vois » et en gros, ça ne me plaît pas, je remets les gaz. Le pilote du 340, lui, ne dit à aucun moment qu'il a visuel sur le pilote du Cessna 152. Et en arrivant, en gros, par le 3/4 arrière, d'après les témoins au sol, eh bien, le Cessna 340, qui est toujours en forte descente, quand on regarde les trajectoires, il a plus de 1000 pieds variaux, vient taper le Cessna 152. Il fait une évasion juste au dernier moment, mais c'est trop tard. Il tape le Cessna 152. Le Cessna 152 aurait perdu une aile ou quelque chose du genre, serait plus ou moins parti verticalement vers le bas. Et le Cessna 340, lui, continue un petit peu avec son énergie cinétique et va finir dans un hangar. J'insiste sur le fait que moi, j'ai été pilote d'aviation générale à partir de 14 ans.
Je suis pilote ATP, Air Transport Pilot License FAA, pilote de ligne licence canadienne, CP IRME MCC en France, j'étais pilote de chasse, mais je ne suis pas enquêteur, d'accord? Donc je suis pas là en train d'essayer de faire une enquête, il y a la culture juste, on n'est pas en train de dire, mon Dieu, le vilain pilote de Cessna 340, il y aura une enquête, on pourra analyser tout ça, mais comme je vous l'ai dit, c'était en longtemps, et là, ce fait d'actualité est parfait pour se recadrer les gyros autour de certaines leçons aéronautiques qui ont déjà été apprises par le passé, et qui, je pense, méritent d'être repartagées au vu de l'actualité. Le premier, c'est, vous le connaissez, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. De nuit, on aime bien dire « half the speed, twice the caution ». On fait tout à la moitié de la vitesse avec 2 fois plus d'attention. Mais de manière générale, dans l'aviation, quand vous êtes pressé, quand vous mettez une contrainte temporelle, quand vous dites « il faut que je me dépêche », eh bien ça amène à la catastrophe ou au non-respect des procédures. Là, vous voyez bien, il essaye d'optimiser le pilote de Cessna 340, de venir le plus rapidement possible, il garde trop de vitesse. À aucun moment, il ne freine physiquement ou intellectuellement. Cette notion de vitesse et précipitation, là on parle de 180 nœuds, c'est pas énorme, vous allez me dire, moi j'étais habitué à du 500-600 nœuds, mais c'est une question en fait d'état d'esprit et de cerveau. Êtes-vous devant l'avion? Ce que veut dire devant l'avion, c'est est-ce que vous êtes dans l'anticipation? Il y a un Cessna là, il y a un autre avion en tour de piste. Ma prochaine étape, c'est ça. Êtes-vous dans l'avion en train de subir ma vitesse, tout ça? Ou êtes-vous derrière l'avion? Et dans un cas comme ça, on a l'impression que le pilote du Cessna 340 était derrière l'avion. L'avion avance à fond la caisse et lui, intellectuellement, il n'arrive pas à se projeter sur l'étape d'après. Pourquoi je vous dis ça? Il n'a jamais vu le Cessna 152. Du coup, on ne peut pas dire qu'il était devant l'avion. Donc c'est très important, quelle que soit votre vitesse, hein, c'est relatif par rapport aux événements, c'est est-ce qu'intellectuellement vous êtes devant en anticipation, vous maîtrisez, vous avez une bonne situation awareness, une bonne conscience de la situation ou pas du tout. Et si c'est pas le cas, il faut se racheter du temps. Comment on se rachète du temps? Un 360, une réduction de vitesse, ce genre de choses vous permettent de racheter du temps. Il aurait pu descendre, faire un 360 de retardement, il descend, il stabilise ses éléments et il trie un peu les patates. L'autre point, la précision. La précision dans les échanges radio, dans la communication. Le pilote du Cessna 152 a visuel sur le pilote du 340. Néanmoins, il ne lui donne pas de relèvement de distance ou lui dit pas je suis dans tes 1 heure bas un nautique par exemple. Se mettre à la place d'une personne qui arrive à fond la caisse, qui n'a pas l'air d'avoir une grosse conscience de la situation et lui dire regarde dans tel relèvement, tel endroit, l'aider à prendre un visuel, l'aider à voir l'adversaire, à voir la menace, c'est très important, mais ça ne peut marcher que si vous êtes précis. Donc, plus la personne tunnelise, plus la personne à qui vous parlez a l'air d'avoir une grosse charge de travail à gérer, plus il faut être précis, plus il faut l'aider à récupérer cette conscience de la situation. Et, alors il n'allait pas le faire en soi, mais vous voyez que c'est des petites choses comme ça, la communication, dire que vous avez visuel, vous replacer, dire je suis dans vos 10 heures bas, un nautique 5 par exemple, ça peut aider et ça peut amener la personne à vous regarder dans tous les cas, par automatisme elle va vous regarder plutôt que regarder la fréquence, regarder un autre. Donc précision dans la communication, partager la situation awareness comme on dit, très important. Dès que l'on parle, il faut être impactant, ça c'est très très important. L'autre point, et c'est en première page dans mon livre, lose sight, lose the fight. Si vous perdez de vue votre objectif, vous perdez de vue l'adversaire en combat aérien, vous allez perdre le combat. Et là, eh bien, c'est sûr que le pilote de Cessna 152, initialement, a le visuel et l'a perdu de vue lors de sa remise des gaz. Il a perdu de vue et paf, il se fait rentrer dedans. Donc, on a une expression également, c'est padlock. Padlock, c'est je regarde la menace, je regarde ma cible et je ne vais plus la quitter, la perdre de vue. Alors, c'est pas évident, je vous dis pas exactement ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas-là, mais vous perdez de vue le plus gros danger, eh bien, voilà, il y a de grandes chances de vous rentrer dedans. Ce qui nous amène à 2 autres petits points. Le premier, c'est la notion de conduite défensive, que vous avez peut-être entendu parler sur la route. La conduite défensive, je vous fais un parallèle avec la conduite, pourquoi? En gros, hein, pour faire très simple, defensive driving, conduite défensive, vous partez du principe que les autres, de manière très basique, tout le monde essaye de vous tuer. C'est pareil dans l'aviation. Partez du principe que tout le monde essaye de vous tuer, que les gens ne vont pas forcément faire ce qu'ils sont censés faire, et vous allez vous ménager des marges, ou vous allez ne pas le quitter des yeux, l'adversaire. Petite transition un peu plus second degré. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer. Merci Michael Corleone dans Le Parrain 2. Hein. Donc sois proche de tes amis,
mais plus important, être proche de ses ennemis. Donc cette notion de garder en vue, garder en visuel est très très importante. Vous détectez une menace, ne la quittez pas des yeux, ne partez pas du principe qu'elle va faire ce qui est juste, qu'elle va faire ce qui est bon. Faites attention et réagissez face à elle si besoin. Dans le cas, là, notre Cessna, il aurait peut-être pu faire un évitement. Alors il n'avait pas à le faire en soi, il était dans son bon droit apparemment, mais voilà, ne faites pas confiance aux autres. Dans l'aviation, malheureusement, on a plein d'exemples où ça paye à cause de ça. En résumé, un Cessna 340 qui arrive en faisant une intégration en vrac sur un terrain non contrôlé, un pilote de C552 qui sent arriver le danger, ça doit lui chatouiller la colonne vertébrale, qui décide de remettre les gaz pour essayer de laisser passer le Cessna parce que ça ne lui plaît pas. Malheureusement, le Cessna arrive, comme on dit, tumbleweed, sans aucune conscience de la situation, dans l'axe de finale et vient percuter le pilote du Cessna et tout le monde meurt. Un accident absolument tragique. Est-ce qu'il aurait pu être évité? Oui. Comment? En revenant aux bases et en respectant les consignes ou ce que nous demande la FAA, tout simplement. Je vous rappelle que dans l'aviation, les règles sont écrites dans le sang. C'est pas par hasard si on demande aux gens de passer 3 minutes de plus, venir vertical, faire le tour et tout. Alors oui, dans l'aviation légère, on paye à la minute, mais dites-vous aussi que ça vous fait de l'expérience, ça fait du temps de vol, parce que ce qu'on regarde, c'est votre nombre de minutes, votre nombre d'heures passées dans le ciel. J'espère que cette petite étude réaction à chaud de l'actualité vous aura aidé à recaler un peu les gyroscopes. Moitié de la vitesse, 2 fois la tension, c'est très vrai en période de reprise également. Je vous souhaite une excellente rentrée et fly safe.